Clap de début, je m'appelle François, on va parler de Rafa, je suis ravi d'être au Micro Innovations Leader, on va parler marque, on va parler multicanal et ravi d'être avec Geoffrey today. Merci François. Rafa, if you know, you know. Une marque qui possède un univers unique, qui a su générer un engagement émotionnel assez fort avec son public. Rafa, ce sont 2 syllabes pour une marque singulière et des milliers de fans. Vous allez voir que derrière un design assez léché et un branding puissant se trouvent des leviers que j'ai envie d'explorer. Comment on développe une marque aussi forte? Comment on jongle entre digital et univers? Parce qu'il n'y a pas que le point de vente, il y a un univers physique important avec la marque. La stratégie communautaire et omnicanal qui se cache derrière cette marque. Il y a aussi des valeurs assez importantes qui sont au centre du projet. J'aimerais bien les décortiquer un peu. On ira bien sûr explorer l'une des communautés les plus fortes qui existent, de son origine à ce qu'elle est devenue aujourd'hui et la force qu'elle représente, ce que ça apporte à la marque, comment on la crée, comment on l'entretient. Pour aborder tout ça, rien de mieux que de recevoir François Conversé, qui est le CEO de Rafa. Merci François d'être au Micro d'Innovation Leaders. Merci de me recevoir, Geoffrey. On en parle souvent en off de cette marque et de ton rôle. Je suis assez content de prendre le temps de rentrer dans le détail de cette belle machine, de cette belle mécanique marketing, mais pas que. Toi, t'es arrivé chez Rafa en 2015. T'es passé par différents métiers, depuis les sales, le marketing. Depuis quelques mois, t'es le CEO. Donc, belle évolution, et tu vas nous raconter ça. On ne peut pas commencer cet épisode sans faire signe au Grand Champ, qu'on salue et on transmet nos amitiés. Tu peux me parler de ton parcours dans les grandes lignes, s'il te plaît? Ouais, j'ai un parcours très simple et très traditionnel. Je viens du monde de la grande conso. À l'origine, j'ai passé un petit peu de temps chez L'Oréal. Et de chez L'Oréal, après, je suis allé chez Mars, qui est un gros groupe américain qui fait les bars chocolatés Mars, Snickers, Twix, M&M's, etc., etc. 2 ans et 8 kilos plus tard, j'ai rejoint une autre grosse multinationale américaine qui s'appelle Procter & Gamble, qui est une maison de marques avec des marques comme Pampers, Ariel, Gillette, Pantene, Head & Shoulders, etc., etc. Où j'ai, en tout cas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, toujours passé la plus grande partie de ma carrière à travers différentes marques, différentes business units, différentes parties de la matrice, que ce soit à des niveaux marché local, pays ou région, ou alors à des niveaux globaux. Et puis un jour, j'ai fait un virage assez prononcé pour rejoindre Rafa, qui était. Tu connaissais cette marque à l'époque? Ouais, oui, je connaissais la marque pour 2 raisons. La première, c'est Élodie, mon épouse, m'avait offert pour un anniversaire, je crois, un ensemble Rafa. Et j'ai toujours été cycliste. C'est un des sports que je fais depuis toujours. Et la marque, je sais plus comment j'avais découvert la marque à l'époque, mais la marque me parlait à 2 niveaux. Je pense qu'elle parlait à mon cœur de cycliste pratiquant, parce que finalement, quelqu'un ou une marque rendait le sport que moi j'aime tant, beau, aspirationnel, avec exactement, avec une identité forte, etc., etc. Mais elle parlait aussi, je pense, à ma tête ou à mon cerveau de marketeur, parce que j'étais vraiment admiratif de ce que le fondateur avait créé from scratch en un laps de temps vraiment très court, pour créer une marque, voilà, qui avait énormément de substance, qui avait créé voilà, pas nécessairement un statut culte, mais en tout cas clairement auprès d'une audience très engagée. Oui, c'était une marque avec une identité très forte et un bon followship. Et puis voilà, j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'aventure à un certain moment. Comment s'est fait en fait, t'as candidaté basiquement? très bête. Donc le fondateur avait commencé à recruter certains profils un petit peu plus expérimentés dans l'optique de vendre la marque à horizon 2-3 ans.
la faire grandir, la structurer et puis éventuellement faire une oxyte à un moment donné. Donc je suis rentré dans ce cadre-là. Il faisait une search par un chasseur de tête classique qui, je ne sais pas trop comment, est tombé sur mon nom. J'ai eu beaucoup de discussions pendant très longtemps avec le fondateur à l'époque. J'étais bien chez Procter. C'était une vraie comfort zone d'un point de vue personnel. J'avais eu plein d'opportunités. J'avais pu bouger, j'avais eu l'opportunité de grandir rapidement, etc. etc. Mais en même temps, j'étais un petit peu frustré de ce qui vient avec une grosse organisation, une grosse structure très matricielle, très risk adverse, etc., etc., comme Procter. Et puis je me suis dit, tu sais quoi, tentons l'aventure. Si ça marche, tant mieux. Si je m'y plais, tant mieux. Si je peux pas, j'aurai toujours un billet de retour. Et si je peux pas avoir le billet de retour là, je rebondirai ailleurs. Bon, t'étais serein. Il y avait de quoi, je pense, mais au niveau de la taille, en revanche, des deux univers, Procter, c'est des dizaines, voire des centaines de milliers de salariés. Je sais pas exactement combien de personnes. C'est un petit peu moins de 100 000 salariés. Ouais. Et tu rejoignais Rapha, qui à l'époque en avait une grosse cinquantaine. Ok. Ouais. Donc gros virage. Et je me souviens pas des chiffres exacts, mais le chiffre d'affaires de Rapha était un tiers de mon budget marketing à l'époque que je gérais chez Procter. Bon. Donc il y a eu une petite phase d'ajustement au début. Quand tu regardais les reports, il manque de zéro. Non. Tout est là. Mais il y a jamais eu un jour, où j'ai regretté le choix. Et tu es arrivé pour quel rôle ? Alors je suis arrivé pour manager les régions. D'un point de vue marketing, vente et opération. Ça a toujours été un business qui était très global par nature. Donc je m'occupais de tout ce qui était go-to-market, channel physique, activation de la marque, etc. Et puis peu de temps après, et à l'issue de la vente qu'on a fait du business auprès de nouveaux shareholders, je suis devenu Chief Brand Marketing Officer. Et puis, peu de temps après, j'ai eu l'opportunité de monter sur la marche ultime chez Rapha. D'abord, dans une capacité, on était 2 CEO. On était un setup de co-CEO. Maintenant, je suis tout seul depuis presque un an. Et voilà. Bon, c'était plaisant de voir ton évolution et content de rentrer un peu dans ce que sont tes enjeux aujourd'hui, parce qu'ils sont assez nombreux. Juste, ça va te paraître surprenant, mais tout le monde ne connaît pas Rapha. Non. Tu t'en doutes bien. Pas encore. Même si certains ne le savent pas, mais ils la connaissent, parce qu'on le voit quand même beaucoup sur les bords de route. Dès qu'on voit un cycliste, il y a quand même une bonne chance qu'il y ait marqué Rapha quelque part. Tu peux nous parler de cette marque et de votre portefeuille d'offres, et aussi de la dimension. Tu parles d'une marque globale, vous êtes sur beaucoup de latitude, mais voilà, petit pitch sur la marque pour que ceux qui la connaissent pas la découvrent. Clairement, on est encore une marque niche, et on est même si on est la plus grosse marque de notre segment aujourd'hui, ça reste un segment qui est bien plus petit que le running, que le foot, que plein d'autres sports. Mais c'est une marque d'origine anglaise qui a été fondée il y a tout juste 20 ans maintenant, en 2004, et qui a été fondée par un ex-consultant en marque, donc quelqu'un qui avait vraiment un background de branding et marketing, qui consultait pour les plus grands groupes de brand consultancy type Interbrand, etc. Travaillait beaucoup pour des marques de luxe et du monde de l'automobile, Aston Martin, etc. Et en fait, lui était cycliste passionné, et il était surtout... la marque est née de sa frustration personnelle que personne n'offre quelque chose qui réponde à ses attentes en tant que cycliste lui-même. D'un point de vue technique d'un point de vue marketing aussi. Exactement, d'un point de vue technique, le cycliste, si tu regardes les années 90 et avant, c'était des matériels, des matières de faible qualité, c'était des designs flashy, sans grande esthétique, et il y avait pas vraiment de marque à proprement parler. C'était pas
une industrie ou une catégorie où il y avait des choses qui s'étaient développées de manière sophistiquée. Et lui a pris justement tout son background professionnel de bending, a ajouté son amour invétéré pour le sport et une vraie belief que ce sport mérite mieux parce que c'est un des plus beaux sports au monde. Et on a fait quelque chose qui a redéfini vraiment clairement redéfini l'industrie du vélo en tant que telle, clairement, mais qui a aussi inspiré beaucoup de business retail par la suite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne se base pas sur des éléments historiques, c'est plutôt des éléments relativement récents, tout ce qui se passe chez vous. Ouais. Et ça va être intéressant de voir comment c'est arrivé, comment ça a été créé, parce qu'il n'y a pas une ancienneté qui fait que les choses sont comme ça parce qu'elles ont été héritées du passé. Ouais, non. Le nom vient d'où ? Le nom vient... je ne sais pas si tu as déjà vu, des fois quand tu te balades dans les petites routes de campagne de France, tu as des fois des affiches peintes sur des murs de maisons, où à l'époque c'était un billboard advertising, c'était peint sur une façade. La fresque. Ouais, alors tu avais des pubs Ricard, tu avais des pubs, tu vois, de différents vins. Rapha vient d'une marque de vin qui était un vin un peu apéritif basé à partir d'une recette de plein d'herbes naturelles. Et cette marque-là, dans les années 50-60, sponsorisait la plus grande, en tout cas la plus successful des équipes de vélo. C'est là où des Jacques Anquetil couraient, Gemignani, etc. Et le fondateur de Rapha a utilisé beaucoup de l'image du sport des années 50-60 comme un peu une espèce de golden era du sport. Voilà. Cette équipe était sponsorisée par Saint-Raphaël, qui était le nom d'une marque. Il a dit Saint-Raphaël, c'est sympa. Comment est-ce que je peux utiliser ça ? Il en a juste gardé Rapha en se disant ça sonne pas anglais, je veux pas sonner anglais, ça sonne un petit peu européen, mais on sait pas trop d'où. Ça peut facilement se prononcer dans plein de langues à l'international. Ça a un côté authentique, historique, etc., etc. Donc il a utilisé le mot sans demander la permission à qui que ce soit. On a clarifié après, mais c'est là que le nom vient. Ok, et le logo que je trouve assez magique, qui apporte énormément, je trouve, à la marque et qui est hyper singulier, quoi. Oui, c'est vrai. Surtout aujourd'hui où tout le monde a un logo avec une typographie très droite, très anguleuse. Comme ça. Même histoire, dans les années 50, tu avais une enseigne de petits supermarchés de proximité en France qui s'appelait Épargne ou L'Épargne. Okay. Il y a une photo sur laquelle le fondateur de Rapha est tombé au début quand il réfléchissait à créer Rapha, qui était une photo d'un... tu te souviens du tube Citroën, cette espèce de petit utilitaire, le type H, très angulé avec une tôle ondulée comme ça, qui faisait partie de la caravane du Tour de France. Il y a la photo de ce Citroën type H avec des coureurs qui achètent quelque chose au cul du camion. Et donc c'était un camion de l'Épargne et la typographie de cette enseigne-là à l'époque était une typographie au final très proche de ce dont on s'est inspiré. Donc il a donné cette photo-là à un typographiste anglais à l'époque avec quelques centaines de pounds pour lui demander de créer ce logo-là qu'on a presque pas touché depuis. Okay. Et c'est vrai qu'il a un côté authentique et très différenciant dans l'univers retail aujourd'hui. Un peu le côté Riviera, un peu 60s. Ouais, exactement. Non, belle trouvaille. Et encore une fois, pour une marque assez récente. Mais au niveau des produits, de l'offre, raconte-moi un peu ce que vous vendez. Alors, on est... je les définis toujours comme une marque de lifestyle ancrée dans l'univers du vélo. Plus lifestyle que vêtements techniques. Ouais, et aussi parce que c'est notre ambition. Peut-être qu'on pourra en toucher un petit peu plus loin, mais l'idée, c'est de faire de Rapha et de faire
du cyclisme une marque lifestyle beaucoup plus holistique, de la même manière qu'un Lululemon a construit une marque à partir d'une verticale qui s'appelait le yoga, de la même manière que North Face ou Arc'teryx ont construit des marques lifestyle à proprement parler, en partant d'une verticale très définie du mountaineering, de la même manière Patagonia en partant de rock climbing, etc., etc. Personne ne l'a fait à partir du vélo. Je pense que le vélo mérite d'avoir une exposure beaucoup plus vaste. Et je pense qu'on est une des légitime. seules marques à vouloir faire ça et à avoir plein d'ingrédients pour le faire. Donc aujourd'hui, on se focalise encore beaucoup sur tout ce qui est textile et accessoires vélo. Textile et accessoires pour performer au final sur le vélo. On a un gros historique vélo de route, même si au fur et à mesure des années, on s'est étendu sur le VTT, on s'est étendu sur le vélo urbain, etc., etc. On est une marque qui est très globale par nature. On est en route pour faire 200 millions de dollars de chiffre d'affaires l'an prochain. Les US sont notre plus gros marché, suivi de l'Europe. Les US font à peu près 30% de notre chiffre. L'Europe, à peu près 25-30%. Le UK est encore un très très gros marché pour nous, juste au vu de l'héritage. C'est historique, c'est là où on a la plus grosse pénétration. Et on a une très grosse présence aussi en Asie, notamment des pays comme le Japon, la Corée, Taïwan, Singapour, Hong Kong et l'Australie, où c'est aussi des marchés qui suivent un petit peu le mouvement global, où il y a eu sur les 20 dernières années, il y a eu un vrai engouement pour le vélo. Il y a eu pas mal de gens qui ont décrit le vélo comme le nouveau golf, où plein de gens se sont détournés justement de sports traditionnels élitistes comme le golf pour se tourner vers le vélo. Il y a un phénomène de société autour du vélo. Et il y a un phénomène de société. Et voilà, nous, on a été là au bon moment et on a été capable de capitaliser justement sur cet engouement avec quelque chose qui était différenciant et qui a rencontré une audience et puis qui nous a permis de croître quelque chose qui est capable aujourd'hui de nourrir une ambition qui transcende de beaucoup le petit monde dans lequel on a évolué jusqu'à présent. Tu vois, on est presque une marque de geek pour des cyclistes très affirmés, très enthousiastes. L'idée, c'est de garder cette authenticité-là et la sharpness de la marque, mais en même temps de pouvoir raisonner avec une audience qui est bien plus large et de vendre un lifestyle ancré autour du vélo en premier lieu. Et je décris toujours la marque comme une marque de lifestyle créé autour du vélo en premier lieu, parce que au final, la marque a toujours vendu un lifestyle avant de vendre des produits. On a toujours célébré le sport, on l'a rendu plus beau, on l'a rendu plus aspirationnel, plus intéressant, pour en conséquence de ça espérer construire une marque et vendre quelque chose of the back of it. Mais l'idée, ça a toujours été parce qu'on est tellement passionné par le vélo et qu'on est en même temps, en tant que cyclistes nous-mêmes, on a toujours eu cette frustration à différents niveaux du manque de popularité qu'a le sport, ou en tout cas de la connotation négative que le sport peut avoir. Et on s'est toujours dit que le sport méritait mieux parce que c'est un des plus beaux sports au monde et justement l'ambition de la marque, elle permet de à terme achiever cette ambition-là. Et au niveau des chiffres aujourd'hui en termes de people, vous êtes combien et répartis sur quelle sur géographie et comment sont constituées les équipes aussi? On est à peu près 500-550 à travers le monde aujourd'hui. Ça a explosé entre le moment où tu es arrivé et ça a un peu moins de 10 ans. beaucoup cru à plein de niveaux. Niveau canaux de distribution, ça a cru d'un point de vue marché dans lesquels on opère, et il y a encore plein de marchés où on n'opère pas vraiment, ou en tout cas pas pleinement. On vient seulement de lancer en Chine là, il y a 2 mois. On n'a pas de vraie présence en Amérique latine. En pays d'Europe historique et sud de l'Europe, qui sont des très gros marchés,
même si c'est des gros marchés pour nous aujourd'hui, ça reste des marchés où on a encore une grosse capacité de pénétration et de développement. Donc voilà, 550 personnes au niveau global. Le gros des équipes, donc à peu près 200 personnes, sont basées à Londres, là où on a notre siège mondial. C'est là où voilà, beaucoup de tout ce qu'on fait au niveau global se passe. On a une structure qui est très centralisée, très globale par nature. Et après, on a des équipes dans les marchés, soit des équipes voilà, boutiques, ou alors des équipes expérience client, service client, ou alors des équipes qui sont là pour l'activation de la marque. Et ces équipes-là, elles sont distribuées dans tous les pays où on a une vraie présence physique à proprement parler, où on a des réseaux de distribution en propre, par le biais de nos boutiques en propre, que ce soit web ou physical retail, ou aussi wholesale traditionnel, qui est très petit chez nous, mais qu'on fait croître aussi. Et puis tout ce qui est activation de la marque, générer de l'awareness, manager les communautés sur lesquels voilà, on investit beaucoup et qui est un des gros piliers fondateurs et différenciants de la marque. Et en termes d'équipe et la manière dont elles sont organisées, au final, on a un business retail assez traditionnel, même si on est DTC à 90%. Et on a une très très grosse composante e-commerce digital dans notre écosystème. Mais voilà, il y a deux fonctions clés chez nous qui sont tout ce qui est produit, donc création, design produit et développement. On fait tout in-house de A à Z. Et on fait tout de manière très poussée. Donc on a beaucoup d'équipes produits au sens large du tel. Et quand je dis produit, c'est pas produit digital, c'est vraiment produit physique. Ouais. Et toutes les équipes marques, donc voilà, construction de marque, com, marketing, communauté, etc. Et puis après, on a toutes les fonctions qui, chez nous, ont un rôle un peu plus support. Mais voilà, les fonctions traditionnelles, que ce soit finance, opération, tech, on fait tout notre tech in-house. Donc on a un gros pool de développeurs et d'équipes produits digitales. Voilà, people and culture, enfin voilà, toutes les fonctions traditionnelles. Avec le QG, bien sûr. Qui sont elles toutes centralisées à Londres. On revient à la marque, tu parles de piliers, la communauté c'en est un, on va en détailler parce que c'est un sujet qui me passionne. Quels sont les autres piliers qui pour toi forment Rapha ? On a toujours défini la marque autour de 3 piliers. Et même si au fur et à mesure des années, tu vois, des fois tu te lasses toi-même de ton modèle et tu essayes de développer le prochain modèle, etc. Et au final, on se recentre toujours sur ces 3 piliers-là. Le premier, c'est storytelling. La marque est vraiment ancrée dans la production et le développement et la publication de contenu sur plein de supports différents, à différentes échelles. Mais le contenu et le storytelling, un des gros piliers. Le deuxième, c'est tout l'aspect communautaire de la marque. On a, alors, de par l'aspect direct to customer de la marque, et voilà, on a toujours construit des communautés dans toutes les villes où on a commencé à développer la marque. La marque, c'est au final construit de manière très analogue, de manière très offline, de manière très traditionnelle. Et voilà, les communautés ont joué un gros rôle. Et le troisième pilier, c'est le pilier produit. J'aime bien en parler en utilisant le terme de craftsmanship, parce que voilà, on passe beaucoup de temps à développer du produit en y mettant voilà, beaucoup d'attention et en le faisant de manière très performance, mais aussi market leading, avec un gros agenda sustainability aussi. Et le craftsmanship est un peu un thème qui nous permet de toucher toutes les dimensions produits. Mais ouais, craftsmanship, community, storytelling. Bon, je note tout ça, c'est le sujet. Et on va essayer de les détailler un peu. Moi, je trouve que dans la partie produit, si je commence par la fin, les produits Rapha,
me font penser un peu aux produits Lacoste. Dans certains aspects, et je trouve que quand on voit un produit et quand on le touche, il se passe quelque chose. Souvent, Lacoste, il y a des matières qu'on ne connaît pas, et vous, il y a une expérience produit qui est nouvelle. Tu peux me parler comment vous déjà, est-ce qu'il y a un système de collection, si oui, à quelle fréquence, comment vous choisissez vos couleurs, parce que elles sont assez uniques, ces couleurs, elles sont très trendy, mais elles sont hyper old school, et elles en sont trendy parce qu'elles ont un univers à part, je trouve, dans ce qu'on peut voir, où souvent il y a des couleurs flashy, noires, enfin le noir est un de vos codes couleurs, mais le flash pas du tout, c'est souvent après cette bande rose qu'on peut voir, mais il y a souvent des couleurs des années 60-70 qui sont marquantes, et je me demande comment le processus de sélection de matière, de sélection de couleurs, comment est-ce que ça se passe, et à quelle fréquence vous vous remettez en question sur les codes que vous avez? Ouais, c'est une très bonne question, et c'est clairement un des points sur lequel au final les choses ont beaucoup évolué au fur et à mesure de l'évolution de la marque, et au fur et à mesure où la marque a au final grandi et s'est mis à opérer sur différentes verticales produits, différentes verticales consommateurs, qui nous ont poussé aussi à faire différents choix. La marque s'est créée avec un produit qui était un maillot de vélo en blend de laine mérino et polyester, qui à l'époque au final n'existait pas. Une innovation produit déjà. Le choix de la laine mérino en fait était inspiré des années 50-60, où les maillots des champions de l'époque étaient en laine, qui est plein de performance attributes d'un point de vue respiration, évacuation de l'humidité, etc. Mais qui a aussi certaines limitations. Donc nous, on l'a blendé avec une fibre de polyester pour justement essayer de trouver le meilleur des deux mondes. Et oui, le code couleur, au final, on a clairement une palette de couleurs qui fait partie de notre ADN. Alors voilà, on a une marque qui historiquement était très masculine, très black and white. Donc on avait des couleurs très axées autour du noir, du terne, quoi, du navy, etc., etc. Et on avait une pop color qui était le rose, qui est toujours le rose, qui a eu une couleur qui vient de l'inspiration du la Gazzetta dello Sport, qui est le journal des sports, l'équivalent de l'Équipe en Italie, qui était un des gros partenaires du Giro à l'époque, et qui est imprimé sur un papier rose. Et les cyclistes à l'époque, quand tu descendais un col alpin, même en pleine été, à la descente il fait chaud, à la montée parce que tu transpires et tu es en effort, à la descente il fait froid, donc les pros à l'époque prenaient un journal et le glissaient sous le maillot, et c'est de là qu'on a pris le rose. Après, nos collections se sont développées. On opère de manière assez traditionnelle. On a 2 grosses collections par an, printemps-été, automne-hiver. On a toujours une palette de couleurs de continuité qui sont à la fois des best-sellers de la marque, mais des couleurs qui font vraiment partie de notre ADN et qui sont différenciantes. Mais chaque saison, chaque année, on expérimente aussi avec des couleurs plus saisonnelles. Parfois en se trompant, mais parfois en expérimentant. Et la manière dont on le fait, c'est on a une personne en interne qui est une designeuse color, et qui est en charge justement de la palette et de la manière dont cette palette fonctionne au sens large de la gamme. Certaines verticales produits, certaines collections ont des univers de couleurs un petit peu différents, mais il faut quand même s'assurer que ça fonctionne tout ensemble, notamment quand tu rentres dans une de nos boutiques, que ce ne soit pas un aquarium de couleurs différentes qui n'ont rien à voir entre elles. Donc c'est de trouver une juste balance entre ces différentes palettes-là. Entre le provisoire et le permanent aussi. Ouais. Et on fait tout gut B. On teste pas les couleurs. Alors, on les teste d'un point de vue produit, etc. Mais on fait pas de panel consommateur. On fait pas de c'est en revanche, grosse partie R&D pour la partie tissu. Mais il y a une grosse partie R&D pour t'assurer, parce qu'on utilise souvent plusieurs matières, même sur un seul produit.
et s'assurer que la matière, que la couleur sorte de la même manière sur différentes matières, différents supports, et qu'elle garde le même aspect sur les 10, 20 prochaines années, fait qu'on teste énormément le produit et la manière dont la couleur ressort sur le produit. Bon. Qui nous fait que à certains moments, il y a des couleurs qu'on ne fait pas parce qu'on n'arrive pas à la rendre sur certaines des matières qu'on utilise. Et dernier mot sur le produit, il y a une spécificité qu'on retrouve à peu près dans chaque. Si on fouille bien, on trouve des petits messages dans le vêtement. Je ne sais pas si c'est dans tous les vêtements. C'est dans 99% des vêtements. On a toujours une petite on les appelle des story labels, qui, au final, ça fait partie du storytelling de la marque. Elles vont raconter une petite histoire que beaucoup de nos clients ne verront même jamais, parce que des fois, elles sont très accessibles. C'est un truc qui Parfois, elles sont au fond d'une poche. Certains les découpent et les encadrent. Certains de nos clients les plus aficionados. Mais voilà, elles racontent une petite anecdote sur le sport, sur la marque, sur c'est plein de petites choses comme ça. Ouais. L'étiquette, le logo, le nom, la couleur. Il y en a d'autres, des petites choses comme ça qui font partie du storytelling et qui sont soit des clins d'œil, soit des trucs assez marquants pour toi. Non, t'as touché les aspects principaux, oui. Ça, je trouve ça assez fascinant. Et on voit que la patte de l'auteur, de l'inventeur, en peu de temps, il a mis des petits messages comme ça qui font que cette marque, elle est singulière. Ouais, exactement. Et un des risques toujours, c'est à quel point est-ce que tu te lasses toi-même en interne de ces petites choses-là, et à quel point est-ce que tu estimes qu'elles sont potentiellement un facteur limitant au développement de la marque, et un facteur limitant à ce que la marque puisse rayonner à une échelle plus importante. Et souvent, en fait, tu vois, donc ça te rappelle à l'ordre. Et notamment, tu vois, certains consommateurs te rappellent à l'ordre en disant y a plus ça, ou on a perdu ceci, et après, justement, ils reconnaissent là-dedans, mais aussi ça nous encourage à garder ces points de différenciation-là, qui sont des points de différenciation très forts pour la marque. Alors clairement, il y a d'autres points de différenciation qu'on a amenés au fur et à mesure des années et qu'on amènera dans l'avenir aussi. Mais ceux-là sont les fondamentaux. Mais garder des choses qui permettent d'ajouter de la valeur et de la profondeur à la marque, c'est une des choses les plus importantes pour continuer à construire l'equity et la valeur de la marque, clairement. C'est un capital. Et on parle là, on touche à des concepts d'engagement, d'attachement émotionnel à la marque. Et ça, c'est un truc qui est... Quand on parle de Rapha, on ne peut pas ne pas parler de ça. Comment tu décrirais... Déjà, comment tu définirais cette notion d'engagement et d'attachement émotionnel, et comment elle se manifeste chez vous? Ouais, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de business, beaucoup de marques qui parlent de communauté. Et le terme aujourd'hui, je pense qu'il a un petit peu été utilisé à galvauder. Et au final, plein de marques l'utilisent pour juste décrire leur base de clients. Dans mon sens, et quand je regarde Rapha, la notion de communauté, elle va bien au-delà d'une relation transactionnelle avec ton client. Même si, certes, oui, tu as une relation transactionnelle, parce que, en tout cas dans un business comme le nôtre, c'est clairement ce qui permet à la marque d'exister. Et on le fait en manière D2C, donc on a en plus cette relation en direct avec nos clients. Donc on a vraiment vous êtes propriétaire de vos points de vente, vous ? On est 90% de notre chiffre d'affaires, on le fait par nos channels. Okay. On fait à peu près 70% de notre chiffre sur notre channel web, rapha.cc, qui opère à travers le monde entier. On fait à peu près 20-25% par le biais de notre réseau physique. On a un réseau de aujourd'hui 25 boutiques. On les appelle des clubhouses parce que pour nous, c'est plus que des boutiques. C'est une maison, ok, intéressant. Home away from home pour nos clients. Et puis on fait un petit peu de wholesale. On en a fait un petit peu au début, après on est sorti du wholesale à 100%, notamment dans le process de vente de l'entreprise, pour après se rendre compte, comme plein d'autres gens, y compris des gros comme Nike, etc., qu'au final, le wholesale
joue une place importante dans l'écosystème et la stratégie multicanal. Donc voilà, de la même manière, nous, on reconstruit aussi notre channel wholesale. Mais pour en revenir sur ta question d'engagement émotionnel et communautaire, ouais. Moi, je le définis toujours, en tout cas dans le contexte de Rafa, je le définis toujours comme memories and friendships. Et au final, ce qu'on construit avec nos clients ou ce qu'on construit pour et auprès de nos clients, c'est des mémoires et des amitiés. C'est des mémoires qui construisent avec la marque en direct, parce que à un moment donné, une fois ou alors 100 fois, la marque les a inspirés à faire quelque chose, a été un espèce d'instigateur pour... Un partenaire de vie, parfois. Exactement, parfois un partenaire de vie, parfois les a challengés à faire quelque chose, à faire quelque chose sur le vélo dont ils ne se sentaient pas nécessairement capables eux-mêmes, ou leur a apporté un regard différent sur le sport, leur a fait découvrir quelque chose, leur a permis de voyager, vivre une expérience, voilà. etc. Et friendships, parce que j'ai des centaines et des centaines et des centaines d'expériences individuelles avec des clients où voilà, les histoires qu'ils me racontent sont souvent basées autour de à quel point la marque a un peu été une espèce de catalyse pour que eux se construisent un cercle d'amis, se construisent leur communauté. Et Rafa a été un peu une pierre, un fil rouge, a été l'instigateur, a été celui qui leur a permis de faire un peu plus, etc. Et ceux qui ne connaissent pas Rafa connaissent pas la dimension que ça représente, la notion de communauté. Tu peux me donner quelques éléments qui peuvent permettre de comprendre ce que ça veut dire communauté chez Rafa? Ouais. Alors, on a une base active d'à peu près un demi-million de customers. Et quand je dis actifs, c'est des gens qui shoppent avec nous sur les 12 derniers mois. On a plusieurs millions de customers qui ont shoppé avec nous au fur et à mesure des années. Mais on a ce demi-million de personnes qui sont engagées actifs, sur les 12 derniers mois. Et en tout cas sur nos channels en propre. Et il y a un subset de ces customers-là qui payent une fee annuelle pour faire partie du club Rafa, qui est le Rafa Cycling Club. On n'a pas été très créatif sur le nom. RCC. Mais It Does What It Does, ou It Says What It Does, qui est... alors j'ai horreur de décrire du RCC, en tout cas de parler du RCC comme notre approche loyalty et un loyalty scheme. Parce que ça va bien au-delà d'un loyalty scheme. C'est vraiment un club à proprement parler qui permet aux membres de leur donner, ou qui donne aux membres, qui leur donne plus du Rafa qu'ils aiment. Que ce soit par le biais d'accès exclusif à certains contenus, accès exclusif à certains produits, accès exclusif à certaines expériences, des trips, des week-ends, des sorties, toutes les semaines, etc. etc. On a à peu près 7% de notre base de clients qui sont membres du Club Rafa, mais ces 6% représentent 30% de notre chiffre d'affaires. La stickiness auprès de la marque, dès l'instant où quelqu'un devient membre du club, leur lifetime value et leur average spend sur 12 mois double ou triple entre les années avant être membre du club et les années qui suivent être membre du club. Et tout ça, en enlevant sans prendre en considération le coût du membership annuel, etc., qui est au final très faible. C'est plus tokenistique pour sémenter. C'est quoi le prix d'ailleurs d'entrée ? C'est 80 pounds annuel. Qui est, si tu compares à ton abonnement Netflix ou etc., est bien moins cher qu'un membership à un gym club ou plein d'autres choses. Et ils ont accès à des rides à travers 50 des plus grandes villes du monde tous les jours de la semaine, 52 semaines par an, accès à
à des week-ends qui sont curatés pour eux, avec nous, voilà, plusieurs fois par an. Accès à voilà, des produits qu'on développe juste pour eux. On est lié à cette marque auquel on est attaché. On est lié à cette marque. Mais c'est vraiment cette idée de memories and friendships. C'est vraiment c'est pas une relation one way transactionnelle, top down. Une marque dit quelque chose, un customer s'engage avec cette marque d'un certain point de vue et va la consommer. C'est vraiment un échange à deux niveaux qui crée un engagement émotionnel qui va bien au-delà de ce que moi j'ai vu dans ma carrière avec plein d'autres marques. Et justement, nos clients, notre communauté nous récompense par une loyauté qui va bien au-delà de ce que tu verrais dans des business retail traditionnels. C'est fascinant, mais ça vient d'où ça ? Parce que c'est compliqué. Toutes les marques en rêvent, je pense, de ça. Ouais. Après, elles agissent peut-être pas toutes dans cette direction-là. Voilà, mais dans les faits, comment c'est arrivé ? Est-ce que c'était choisi ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez capté, que vous avez cherché à amplifier ? C'est à moitié choisi et puis après à moitié organique et amplifié. Et puis tu ajustes et puis tu doutes et tu optimises, etc. etc. La partie choisie, c'est que le fondateur voulait créer une marque direct to customer parce qu'il voyait beaucoup de valeur à être propriétaire de la relation qu'on a avec nos clients. Mais il voulait aller au-delà. Et le au-delà, au final, il venait du pourquoi derrière la marque et de notre purpose. Et notre purpose, le why derrière la marque, on le définit comme inspiring the world to live la bike. Donc voilà, inspirer le monde autour de nous de vivre une vie sur deux roues. Et pour vraiment faire un petit chemin vis-à-vis de ce long term purpose, faire plus que juste cette relation transactionnelle et faire des choses qui inspirent, des choses qui encouragent, a été un des piliers fondamentaux de la marque depuis le tout début. Et on l'a fait de manière très organique au début. La première chose qu'on faisait, par exemple, quand on rentrait dans un pays, quand on décidait de lancer des API, on recrutait une personne. Et cette personne-là, 80% du temps qui passait, c'était activer la marque. Et activer la marque, ça voulait dire commencer à construire une communauté physique. Et on le faisait en disant, voilà, tous les samedis, tous les dimanches et les mercredis, tu vas organiser un ride. Et tu vas t'entourer de gens. Et au final, semaine après semaine, après année, ça va prendre une dimension beaucoup plus grande. Donc il y a ce côté très organique, très authentique de la marque, qui est vraiment ancré dans une de nos valeurs, qui est l'amour du sport, l'amour du vélo en tant que tel. Et puis après, c'est vraiment cette appréciation de la valeur que la communauté génère pour la marque, valeur intangible, parce que la marque vaut quelque chose aujourd'hui qui est plus qu'un certain multiple, parce qu'elle a cette base très captive, une audience très captive, qu'on peut monétiser de plein de manières, mais aussi une valeur financière, parce que avoir des gens qui sont très engagés fait qu'ils consomment plus et nous permet de réinvestir. Et c'est une espèce de flywheel où on acquiert des gens grâce à ces aspects communautaires, la cooptation, le word of mouth. Et ces gens-là rentrent dans cette communauté-là, commencent à consommer eux aussi, commencent à en parler autour d'eux, etc. etc. Donc tu as une espèce de cercle virtueux qui est une grosse partie de notre flywheel chez Rapha. Et aujourd'hui, tu as des animateurs, tu parlais d'activateurs de la marque, qui sont des gens qui vont animer cette communauté. Ouais, on a des rôles dédiés en interne, alors soit au niveau global, pour coordonner un petit peu justement ce qu'est ce club et comment est-ce qu'on engage cette communauté-là, comment est-ce qu'on communique avec eux, quels outils on développe, comment est-ce qu'on se réinvente aussi année après année. Et puis on a aussi, tu vois, au niveau physique sur le terrain, on a des rôles qui sont dédiés, qui sont là pour coordonner justement ces communautés-là sur le
sur le terrain. Elles sont ancrées dans ces villes où on a une présence physique en propre, un de nos clubhouses. Et on n'est pas les seuls à avoir fait ça. Des marques comme Lululemon ont aussi fait ça un petit peu au même moment dans d'autres verticales. Et quelle est votre politique d'acquisition de members, justement? Ça se passe quand tu achètes, tu es automatiquement renvoyé, ou vous sélectionnez les personnes qui vont faire partie de ce club? Alors ça a beaucoup évolué au fur et à mesure des années. Quand moi j'ai rejoint Rapha, et dans mon processus d'interview, le club venait d'être lancé. Et je disais, il faudrait que je devienne membre du club quand même, parce que je sache au moins de quoi il parle. Et donc à l'époque, tu devais faire une espèce de application process. Donc tu devais écrire un petit pamphlet. Pourquoi est-ce que la marque devrait t'accepter dans le club? Donc c'était quelque chose qui était assez élitiste, assez fermé, assez représentatif au final de ce que la marque était à l'époque, était assez confidentiel, out of reach, confidentiel, très sharp, etc. Mais voilà, au fur et à mesure des années, on a ouvert, on a démocratisé, on a enlevé, tu vois, certaines barrières à l'entrée. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une espèce de journey sur lequel nos consommateurs sont avec Rapha. En général, tu ne deviens pas nécessairement client Rapha au tout début de ta carrière de cycliste. En général, tu vas aller vers d'autres marques au début, et puis après, quand tu deviens un petit peu plus sérieux, là, c'est là où tu as plus de chances d'engager avec une marque comme Rapha. Et on se rend compte que un des meilleurs moments pour notre clientèle pour devenir membre du club et les intégrer beaucoup plus à ce niveau-là, c'est 2 à 3 ans après leur premier achat avec la marque. Parce qu'ils ont commencé, tu vois, à être sur cette journey-là, à rouler plus souvent, rouler avec une communauté, à se faire parfois eux-mêmes leur communauté, ou alors à toujours un peu tatiller, oui mais achat, etc. Leur vie commence à pas se centrer sur le vélo, mais le vélo commence à jouer un rôle un petit peu plus important mois après mois. Et il y a une espèce de tipping point aux alentours de 2 ans, où c'est là où on voit qu'il y a une conversion pour rentrer dans le club qui est beaucoup plus grande. Et le club, au final, leur permet d'approfondir leur engagement et leur involvement personnel avec le sport en premier lieu, et puis avec la marque. C'est là où les gens commencent à partir en voyage avec nous, passer des week-ends avec nous, passer une semaine avec nous quelque part, font des Clubhouse Rapha une espèce de go-to stop dès l'instant où ils voyagent, business ou perso, dans différentes villes à travers le monde, etc. Et on a qui collectionnent comme ça, tu vois, mettre les petits drapeaux. Les petits drapeaux, ou alors tu vois, du merchandising qu'on a unique dans nos shops. Et voilà, qui ont à avoir à cœur de rouler avec la communauté locale de San Francisco dès l'instant où ils sont en voyage à San Francisco ou ailleurs. Et c'est de là que, voilà, Memories and Friendships, c'est là où ces moments-là se créent au final. Parce que tu as permis à quelqu'un de faire quelque chose qu'ils n'auraient pas nécessairement fait aussi facilement, ou qu'ils n'auraient pas nécessairement fait par eux-mêmes. On vend des expériences pour mieux vendre des produits derrière. Ouais, en fait, c'est là où tu as un vrai écosystème de la marque. Je ne sais pas si tu connais une marque qui s'appelle Norona. Oui. Qui est une marque d'outdoor, en tout cas mountain wear, beaucoup axée sur le ski, qui est leur cœur de business, mais ils font maintenant pas mal de choses, tu vois, de trail running, VTT, etc. Et ils viennent là de créer un lodge quelque part sur une des îles au large de la Norvège ou de la Suède. C'est une marque norvégienne. Et ce lodge-là, au final, est un espace hospitality. C'est au final un hôtel, mais avec un hôtel Norona qui curate des expériences autour de la marque. Et nous, il y a quelques années, on avait voulu ouvrir un hôtel Rapha, un hôtel cyclisme Rapha, tu vois, un petit peu dans la Pampa à Majorque.
et voilà, je pense qu'on le fera un jour. C'était pas le bon moment à l'époque, mais c'est toutes ces choses-là qui non seulement ajoutent de la profondeur à la marque, mais qui font de la marque une marque expérientielle avec plein de touchpoints différents. Qui permet justement d'accroître l'engouement et la loyauté à long terme. Cette dimension est assez fascinante, c'est clair. Vous êtes tout le temps à cheval entre le monde digital et le monde physique. Ouais. Parce que tu as des produits, des expériences physiques, mais cette communauté, elle existe quand même d'un point de vue... elle est online, elle a une expérience online, elle a une acquisition online aussi parfois. Et à l'image des ventes, où tu m'as dit 75% online, 25% en point de vente. Ouais. J'en discutais il n'y a pas longtemps avec des marques qui ne sont pas sur le même positionnement que Rapha, mais qui me disaient que le online souffrait en ce moment à cause de la conjoncture économique, et donc il y a une sorte de... On se rabattait sur le point de vente. Je ne sais pas si vous le vivez, ça, cette balance qui passe inverse, mais qui a une tendance qui n'est pas la même que ces dernières années. Ouais, en fait, je pense que voilà, au final, chaque channel a ses avantages, ses inconvénients. Chaque channel joue un rôle et une stratégie unique, je pense, quand tu as une stratégie multicanal. Une des plus grandes questions auxquelles on n'a toujours pas répondu, en tout cas répondu de manière efficace, c'est comment est-ce que tu scales de manière efficace, mais tout en gardant l'intent original des expériences que tu veux créer. Comment tu arrives à scaler des choses que tu sais très bien faire d'un point de vue physique, expérientiel physique, comment est-ce que tu arrives à le scaler d'un point de vue digital? Et au final, tu vois, sur notre histoire, les 10 dernières années, on chiffre toujours un petit peu le pendule. Oh non, mais au final, voilà, on touche 100 personnes à faire ça, c'est beaucoup de ressources, et sans doute trop de ressources qui sont dédiées à très peu de gens, et le reach et l'impact, il est minime. Il faut qu'on arrive à créer des choses qui sont beaucoup plus digitales, etc. Et là, tu shifts et puis tu t'arrêtes un peu à faire les choses offline, analogue, etc., et tu essaies de tout faire digital. Mais au final, tu n'arrives pas nécessairement à faire les deux choses. Et je pense qu'il y a une vraie richesse dans la balance entre ces deux dimensions-là, et trouver un espèce d'écosystème où chacun a son rôle à jouer. Et ça peut être très bien de faire quelque chose pour 100, 200 personnes dès l'instant où les mémoriser, les friendships que tu vas générer pour ces 100, 200 personnes auront un rôle, auront un impact qui ira bien au-delà auprès de ces personnes-là, d'un point de vue engagement émotionnel que eux construiront pour la marque, mais aussi la manière dont on va en parler, l'advocacy qu'ils auront pour la marque après, etc. Mais comment est-ce que tu arrives à créer plus de reach avec ça? Le RCC est un bon exemple de ça, où au final, on est né de quelque chose qui était très offline, très analogue, seulement dans 10 locations physiques à travers le monde, et ça s'arrêtait là. Après, pendant pas mal d'années, on a essayé de digitaliser la chose et de aussi donner les outils dans les mains des membres de la communauté pour qu'eux puissent le faire eux-mêmes, sans nécessairement rely sur nous, tu vois. Donc, entre plein de choses, on a développé une app qui permet à notre communauté d'organiser des rides eux-mêmes, qui permettent de se retrouver eux-mêmes, de voir quels autres membres de la communauté sont autour d'eux, qui leur permet un petit Strava, une espèce de Strava qui est pas tant sur la performance et tracking de ton activité, mais qui est plus sur le côté social d'organiser et de sortir ensemble et de tu vois. Mais au final, cette chose-là, elle n'a vraiment de valeur, ou elle n'a vraiment son sens que si tu as un côté physique, parce que sinon ça reste très... en tout cas, ça manque de substance. L'expérience client qui est liée à cette notion physique et digitale, tu en as quelle vision pour Rapha
C'est un grand terme de définir une Ouais. expérience client, mais je sais que tu as quand même travaillé sur ton expérience digitale il n'y a pas longtemps, enfin sur ton omnicanalité, Ouais. avec les moyens qui sont les vôtres, parce que vous n'êtes pas une grosse brand avec des enjeux et des possibilités techniques énormes, mais malgré tout, tu as eu une réflexion sur l'expérience que tu voulais fournir à l'heure du digital, à l'heure du online. Ouais. Est-ce que tu peux me donner les ingrédients que tu as voulu conserver ou développer à travers l'expérience omnicanal que vous avez mis en place chez Rafa? Bonne question. Comme tu le dis, on est une petite marque, petite structure. Un de nos plus gros challenges, c'est justement réussir à faire le plus qu'on veut avec les moyens limités qu'on a à notre disposition. Donc on est clairement Donc, tu as des pas, contraintes. on n'est clairement pas un thought leader sur l'omnichannel expérience et la manière dont on le gère. Mais clairement, une des premières grosses problématiques, c'est justement les canaux sur lesquels nous on opère. On a été un business qui traditionnellement était web. Après, on a rajouté une dimension retail physique. Et là, maintenant, récemment, on rajoute aussi une dimension wholesale. Donc, s'assurer que chacun de ces canaux-là a un vrai rôle unique, stratégique à jouer et s'assurer qu'on a le plus d'incrémentalité possible auprès de chacun des channels-là. Et voilà, une des choses qu'on essaie de prioriser au plus. Après, le fait qu'on a un business DTC, voilà, on valorise énormément la qualité de la relation client qu'on a avec nos consommateurs. Et le maître mot pour nous, c'est d'avoir une expérience client la plus frictionless possible. Voilà, une grosse partie de notre business, c'est l'expérience d'achat, transaction d'achat, retour. On a un business aussi de repairs. On garantit nos produits à vie et en tout cas on les répare. Une mouvance un peu comme Patagonia sur cet aspect-là. Donc l'idée, c'est vraiment de délivrer quelque chose qui est le plus frictionless possible, en tout cas avec le moins de pain points possible, mais aussi qui est la plus connectée possible. Connectée à travers les différents channels et notamment les différents channels retail. Jusqu'à il y a un an, on n'avait pas une single customer view à travers tous nos channels. On a tout intégré ça en interne, en tout cas pour les retail, pour les channels retail d'ici. On a encore du travail à faire pour nos retail wholesale, pour nos channels retail wholesale, pour s'assurer qu'on puisse avoir une historique et une vraie visibilité sur les interactions clients à travers les 3 différents channels lesquels ils opèrent, mais être capable de tu viens dans une de nos boutiques, je sais qui tu es, je sais ce que tu as acheté, je sais ce que tu as acheté à travers différents canaux, je sais comment utiliser toutes ces données-là pour te recommander ou en tout cas supporter tes questions, tes expériences, ou en tout cas tes besoins de manière plus sharp possible. Au final, oui, tu vois, ça te permet de délivrer quelque chose qui est très seamless et très intégré. Pour revenir à l'exemple de Neurona, j'ai renvoyé un produit Neurona de mon épouse là, il y a quelques semaines et j'étais bluffé par la qualité de leur expérience client omnicanal. C'était un produit que j'avais acheté dans un corner, un espèce de shopping shop en montagne. Mais en filant ma queries en ligne sur leur site, ils me demandent OK, très bien, et donc c'est tout digitalisé, très facile. Ils me demandent OK, donc sur le produit, regardez sur cette étiquette-là, il y a un code, rentrez ce code-là. Et au final, ils ont un code unique par produit et ce code-là leur dit, voilà, ça a été acheté fait telle année dans telle usine, c'est tel produit, telle couleur, tel batch, telle taille, etc., etc. Et j'ai eu besoin, moi, de ne rien rentrer à part juste ce code produit-là. Et puis après, voilà, très bien, génère
une étiquette d'envoi qui envoie le produit pour after service dans une de leurs facilities qui était la plus proche de chez moi. Et c'est ce genre d'expérience-là qui, au final, tu vois, met ces marques-là à l'écart de marques qui sont beaucoup plus transactionnelles, tu vois. Le service qu'ils m'ont délivré là fait que j'ai un point de vue et une relation avec la marque qui va décupler de manière positive. Je serai plus à même d'acheter chez eux, j'en parlerai plus autour de moi, et aujourd'hui, un bon exemple. Et une inspiration. Sur un plan de la technologie et des outils que vous utilisez, tu disais que tu faisais tout en interne. Est-ce que vous vous êtes fait accompagner et vous avez sélectionné des outils qui vous permettent d'optimiser peut-être la partie data, la partie web, la partie e-commerce que vous avez? Quel est l'écosystème un peu de la stack? Alors, on fait tout en interne, mais on fait tout en interne parce qu'on aime compliquer les choses. Okay. Et voilà, ça fait un petit peu partie de l'ADN de la marque qui voilà, aime toujours faire les choses un petit peu différemment et trouve toujours une bonne occasion de ne pas prendre quelque chose qui est off the shelf quelque part et de le rendre plug and play. On n'utilise pas une plateforme qui est propre, on utilise un outil e-commerce de Hybrid d'SAP. Mais on a bien aimé au fur des années le customiser, qui le rend au final aujourd'hui très dépendant de nos ressources en interne, parce que voilà, on a cette dimension communautaire, parce qu'on a cette dimension omnicanal, parce qu'on a cette dimension community, membership, parce qu'on a plein d'aspects de la marque qui font que voilà, même si on pourrait prendre quelque chose off the shelf, il y a une bonne raison de le customiser. Mais c'est une des choses où on change aujourd'hui pour être plus efficace et essayer de mieux utiliser des outils qui ont été développés par voilà, des experts e-commerce et trouver l'écosystème qui sera le plus efficace pour nous plutôt que voilà, comme on disait, on est trop petit pour justifier des investissements d'une boîte tech. Tu vois, notre app, on l'a développé nous-mêmes en interne. Est-ce que c'est le meilleur choix? Sans doute pas. Est-ce qu'on pourrait faire des partenariats avec des gens qui nous permettent de développer quelque chose et de le rendre unique, mais de le rendre de manière plus facile pour nous? C'était l'occasion de le lancer aussi et de voir ce que ça commence à prendre et derrière peut-être se professionnaliser plus. Un mot sur la partie stratégie content, parce que c'est un de vos 3 piliers de marque, le storytelling. La stratégie de content aujourd'hui, qui est assez, je trouve que la DA globale de la marque, moi je la trouve assez fascinante. Je pense inspirante aussi pour Ekiden sur certains aspects dans ma boîte. Mais quelle est la logique, peut-être, où cette stratégie de contenu, elle ressemble à quoi dans les grandes lignes? Alors, c'est simple et compliqué en même temps, mais c'est très simple dans le sens où c'est du contenu qui est là pour inspirer motivé à vivre sur 2 roues, votre moto. Et en tout cas, inspiré par le biais du contenu, a été une des premières choses qu'on a faites et une des choses qu'on continue de faire aujourd'hui. Et à mon sens, une des choses qui est encore toujours très efficace pour driver cette inspiration, cet engagement-là, etc., etc. Il y a plein de gens qui consument notre contenu, qui seront sans doute jamais clients Rapha, mais qui aiment le... Moi, je pourrais lire une newsletter Rapha sans faire de vélo. Tu vois. Ouais, exactement. Je trouve que l'image est belle, le texte est beau. Exactement. Et il y en a plein qui, au fur et à mesure, après quelques mois, années, vont s'y mettre. Et c'est ce qu'on espère. Mais non, l'idée au final, elle est très simple. Elle est d'amener un regard différent sur le monde du vélo, d'amener une nouvelle perspective, un point de vue qui n'a pas nécessairement été exploré par quelqu'un jusqu'à présent. Et on le fait toujours en ancrant le storytelling sur une vraie histoire humaine. Et c'est vraiment là, une inspiration, une histoire qui inspire, qui amène à un regard différent par le biais du regard d'un individu, d'un athlète, d'un événement particulier et voilà, toujours essayer de raconter cette histoire humaine, émotionnelle, voilà, essayer
mettre à la surface ces insights humains qui Et ça passe sont par quoi? assez Des enfouis. newsletters? Alors ça passe par... Quels sont les canaux que vous utilisez? Ça passe par du contenu film, alors voilà, pure éditorial qu'on fait. On a au fur et à mesure des années eu différents strands de contenu, certains qui suivaient certains athlètes à travers leurs courses, d'autres qui voilà, racontent des histoires à un moment donné sur l'histoire du sport, sur les personnalités, sur l'intersection entre culture, art, sport, vélo, etc. Donc on fait beaucoup de contenu vidéo. On met beaucoup d'attention dans la photographie, qui est voilà, une des premières choses qu'on a fait en tant que marque, avoir un univers photographique très riche, et on investit encore beaucoup pour justement amener ces points de vue-là. On a au fur et à mesure des années publié des livres. On a une maison d'édition en interne qui s'appelle Rafa Editions. On génère des newsletters qui, alors voilà, parfois sont très produits, très commerciales, mais on essaye d'avoir au moins une fois par semaine une newsletter qui est voilà, brand-led, qui parle pas de produits, ou en tout cas pas d'un point de vue commercial, et qui est basé sur voilà, l'inspiration, le contenu, storytelling, etc. etc. Et puis voilà, aujourd'hui, voilà, on le développe aussi beaucoup avec certains influenceurs avec lesquels on collabore, les équipes, les athlètes avec lesquels on collabore, et utiliser ces moyens-là pour justement amener un regard différent sur le sport. Et les influenceurs avec lesquels vous bossez sont tous issus du sport? Ou vous amenez justement cette marque en dehors des... Oui et non, ouais, oui et non. Alors clairement, on travaille avec plein d'athlètes, alors que ce soit des équipes professionnelles du World Tour. On est partenaire maintenant depuis plusieurs années avec une équipe qui s'appelle EF Education First. On collabore avec des autres athlètes privés. On collabore aussi avec des athlètes d'autres sports. Par exemple, on vient de faire quelque chose avec quelqu'un qui s'appelle Anton Kupika, qui est un trail runner américain qui fait aussi beaucoup de vélo et qui a un regard et une expérience assez hypnotique et ésotérique avec le vélo. Mais on a aussi fait plein de choses avec d'autres marques et d'autres personnalités, tu vois, des gens comme Paul Smith, des gens comme ou d'autres marques, tu vois, type Apple, type on a fait récemment quelque chose avec Palace, qui est une marque de skate londonienne, qui nous permet au final d'amener un point de vue différent, d'amener un regard différent, d'accroître notre reach, et aussi de nous renouveler nous-mêmes en tant que marque, pas toujours faire la même chose, parfois surprendre un petit peu notre audience, surprendre le sport, surprendre le milieu dans lequel on opère, tester des choses. Donc le côté influenceur, il est vraiment multifacette, et je le regarderai pas comme la manière dont on utilise le terme influenceur marketing aujourd'hui. Tu vois, je pense qu'il y a plein de gens qui nous ont permis d'influencer par le biais de collab, par le biais de positionnement standard exactement. Pour aller chatouiller d'autres sujets. Ok, cool. Autre sujet qui a été important pour toi ces dernières années, c'était le rachat de Rafa, dans lequel tu as été pas mal impliqué. Et ce qui était assez original, c'est que toi, tu l'as su assez tôt, visiblement, quand tu es arrivé dans la boîte, qu'il y avait un enjeu un jour de revendre la marque. Donc pas de tabou là-dessus, mais ce qui est original, c'est d'y participer et d'être, toi, actif dans la sélection de ton futur propriétaire. Ouais, alors j'étais surtout actif dans le... Contributeur, dans le pitch, je sais pas, plutôt que dans le dans la sélection des dossiers. Mais raconte-moi comment ça s'est passé. Et toi, même si tu n'as pas été, je ne sais pas exactement dans quelle mesure, mais tu as quand même été sûrement influenceur pour le coup orienter un peu quelle société serait la meilleure pour vous et la plus à même de vous racheter et la plus compatible aussi avec votre univers. Ouais. Comment ça s'est passé ça? Et ça amène des questions intéressantes de savoir avec qui tu dois bosser et comment je me fais respecter et comment je fais en sorte que mon acheteur prolonge ma vision plutôt que la casse, quoi. Ouais, exactement. Ouais, non, alors voilà, c'était ma première expérience, tu vois, avoir toujours été dans des grands groupes avant, même si j'avais fait partie d'acquisition, tu vois, un de mes tout premiers rôles chez Procter au final,
avait été juste après l'acquisition par Procter de Gillette. Et par l'acquisition de Gillette était venue une marque Oral-B, tout ce qui est dentifrice, brosse à dents, etc. Et j'avais eu la chance d'avoir le premier job donné à un proctérien dans une marque Gillette quelques mois après cette intégration. Donc j'avais vécu un petit peu, tu vois, la dynamique d'intégration en interne, etc., etc. Mais j'avais jamais vécu une due deal, j'avais jamais vécu un process de pitch, etc. Donc clairement, tu vois, d'un point de vue perso, professionnel, ça a été super enrichissant. Un des plus gros insights, ça a été clairement de comprendre la logique de comment est-ce que tu balances la valorisation d'une marque et au final l'exit pour les shareholders historiques, et comment est-ce que tu t'assures de trouver une bonne balance entre maximiser cet exit-là, mais maximiser le futur développement de la marque et à quel point est-ce que, à la fois court terme et à la fois long terme, et à quel point est-ce que certains choix peuvent potentiellement compromettre l'ADN de la marque. Par exemple, voilà, nous, on était en discussion avec des fonds d'investissement private equity traditionnels, où au final, voilà, tu sais que l'outcome, c'est faire une exit à horizon 5 ans, 7 ans, un peu plus parfois, etc. Mais voilà, tu sais que tu es dans une relation pour quelques années et puis après, ce sera quelque chose d'autre. Sans doute que ça fera croître la marque d'un point de vue volume, mais voilà, est-ce que à quel prix c'est sustainable, etc. Question mark. Après, on avait des discussions avec d'autres grands groupes qui là sont des discussions plus de logique de groupe. Par exemple, des groupes qui sont actifs dans le sportswear, mais qui ne sont pas actifs dans l'univers du vélo et qui vont voir l'acquisition comme un moyen d'étendre leur footprint et le font par le biais d'une acquisition d'une autre marque et ils gardent une stratégie multimarque à travers un portefeuille qui vient aussi avec des questions et des implications en termes de bah oui, mais à quel point est-ce que je vais devoir fitter le moule de ces organisations-là, à quel point est-ce que je vais devoir fitter le moule de leur setup en interne, à quel point est-ce que je vais devoir diluer certains traits caractéristiques de notre ADN, à quel point est-ce que certaines des choses qui nous sont chères vont être données à tout le monde dans le portefeuille et tout le monde commence à faire la même chose. À quel point est-ce que voilà, des choses que nous, on voulait ne pas faire, à quel point est-ce qu'on va être obligé de les faire parce que... et puis bah là, on a au final eu la chance de compléter une transaction avec des investisseurs privés qui ont une vraie passion pour le vélo et de dire que c'est leur violon d'ingre et clairement un raccourci parce que voilà, c'est des businessmen et c'est des investisseurs et ils ont envie de développer la marque, mais ils ont une vision très 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 long terme et en final, voilà, on n'a pas nécessairement une logique de portfolio, une logique de private equity traditionnelle avec un time frame très, très short term. Mais clairement, voilà, ça m'a permis de, moi, apprendre beaucoup, puis aussi à réfléchir beaucoup, tu vois, pour mes prochaines étapes à titre perso. Il y a voilà, sans doute des choses que j'aurais envie de faire dans l'avenir, mais il y aura des choses dont je voudrais rester plus détaché parce que... voilà. C'est moins tes sujets. Ce sera moins mes sujets, ce sera moins le type de relationship que je voudrais avoir avec des shareholders, ce sera moins une logique de groupe que je voudrais avoir, etc. etc. Toi, tu es très attaché au produit, à l'univers vélo. Maintenant que tu es CEO, tu es responsable de cette relation, enfin, tu es très impliqué dans cette relation shareholders. Et tu as une vision peut-être plus chiffrée, plus reporting, plus financière, plus rentabilité aussi, tout ça. J'imagine que tu dois rendre des comptes. Comment ça s'est passé, ton arrivée en tant que CEO et tu n'étais pas CEO d'une autre marque avant, tu t'es créé ce rôle-là, tu t'es développé dans ce rôle-là. Comment s'est passée ton évolution perso et sur qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour te transformer, toi, dans ce rôle-là? Oui, non, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est de loin l'étape la plus, en tout cas difficile pour moi jusqu'à présent dans ma carrière.
On dit souvent qu'un job de CEO, c'est un job qui est très lonely, qui est très solitaire et un peu coincé entre deux grosses forces. D'un côté, les actionnaires et de l'autre, le reste de l'organisation. Et au final, c'est vrai que tous les regards sont pointés sur une personne et une seule personne. Tous les regards sont pointés d'un point de vue shareholder, parce qu'au final, voilà, eux mettent quelqu'un in charge pour développer une roadmap et faire des choix stratégiques et exécuter ces choix-là. Et puis en interne, voilà, au final, je suis le company man pour tout le monde chez Rafa, avec voilà, les choses qui peuvent être populaires, les choses un petit peu moins populaires. Et voilà, tu vois, ça fait, c'est encore récent, ça fait juste 1 an que je suis dans cette position-là. Et c'est peut-être aussi encore plus compliqué à titre perso, parce que taking over d'un founder qui a été CEO du business pendant 20 ans, et qui a été le seul CEO et le seul founder du business pendant 20 ans, et aussi une autre dynamique à gérer à plein de niveaux. Parce qu'il y a les fingerprints du fondateur partout, mais aussi parce qu'il y a peut-être une surcharge ou une charge émotionnelle qui est un petit peu plus élevée. En termes de choses que j'ai mises en place, la première, c'est de me faire aider. J'ai du coaching externe. J'ai quelques membres du board Rafa qui sont aussi très proches et qui ont très à cœur de m'aider, qui sont des gens qui viennent qui ont des grosses carrières, etc., mais qui viennent d'un univers un petit peu différent, mais qui permettent de contrebalancer pas mal de points de vue. Et qui m'aide aussi justement à appréhender cette relation avec le board et à anticiper certaines choses, etc. Le deuxième point, c'est d'être choiceful sur les choses où je pense pouvoir avoir une vraie valeur ajoutée en interne. Je ne suis pas un opérateur by trade, je ne suis pas un financier by trade, je ne suis pas un expert de la plupart des topics en interne, mais il y a certaines parties du business où, alors j'estime avoir un point de vue et une valeur ajoutée unique et plus grande. Et c'est ces domaines-là où je choisis de passer pas le plus clair de mon temps, mais en tout cas une partie disproportionnée de mon temps. Et tu vois, toutes les thématiques de marque, toutes les thématiques de produits, toutes les thématiques d'expérience, toutes les thématiques clients, les thématiques de channel, de distribution, etc. J'apporterai sans doute moins de valeur sur le reporting financier, j'apporterai moins de valeur sur notre supply chain, j'apporterai moins de valeur sur certains choix qu'on fait au niveau tech, etc. etc. Donc sur plein d'aspects, je m'entoure de gens qui sont experts dans ces sujets-là. Je les trust et les empower parce que c'est eux qui mènent cette barque-là. Je check, mon motto c'est un peu trust but check. Je suis suffisamment impliqué parce que au final je suis le CEO et je suis le seul CEO et je suis le seul en charge de l'entièreté du business. Mais être choiceful sur les domaines là où je passe la plus claire de mon temps est sans doute une des choses les plus efficaces pour moi. Le rapprochement avec les shareholders, ça a mis le doigt sur certaines valeurs qui devaient être compatibles avec ceux que tu as rencontrés et avec qui tu bosses aujourd'hui. Dans les valeurs, Rafa, il y a une dimension inclusive. On le voit dans la DA, peut-être aussi dans le wording, mais on sent que il y a une envie de rassembler qui que tu sois, d'où que tu viennes, peu importe tes moyens, peu importe la couleur de ta peau et autres. On sent que ça, c'est quand même un ADN fort. Et après, il y a un autre ADN, c'est évidemment le vélo, qui devient un élément de la culture managériale de la boîte. Et
Et tu m'avais donné quelques anecdotes que je trouvais assez fascinantes, parfois dans ta relation avec des fournisseurs ou en interne, ou quand tu reçois quelqu'un, on part vite faire du vélo, et c'est quand même assez bluffant. Mais est-ce que tu peux me parler de ces valeurs-là, à la fois du côté inclusif et de la place du vélo dans votre quotidien? Ouais. Sur la première partie de ta question, c'est assez paradoxal parce que Rapha, en tout premier lieu, a été fondée comme une marque assez exclusive, très élitiste, out of reach, très, au final, ancrée dans la souffrance. Le positionnement de la marque à l'époque, c'était la gloire par la souffrance, en latin. Mais tu as raison qu'il y a un paradoxe. Oui, mais au final, ce paradoxe, il existe parce que la marque, elle a été construite d'une position très sharp, très niche, parce que le fondateur de Rapha, avec ce background de marque et consulting, a construit la marque vraiment comme une marque de luxe à la base. Et c'était l'idée de construire quelque chose de très pointu, et puis après, étendre l'univers, l'élargir à plein de niveaux, à la fois les verticales dans lesquelles on opère, mais aussi les price tiers, etc. Mais on a vraiment commencé comme un point d'exclusivité. Mais ce point d'exclusivité-là, il a toujours été le starting point de la marque, sachant que notre ambition, elle était d'inspirer le monde de vivre une vie sur deux roues. Et clairement, on n'inspirera jamais le monde d'avoir ce lifestyle-là si on est une marque niche, ultra luxe, ultra exclusif, out of reach, etc. Voilà, il y a un élément d'inclusivité. Être niche et exclusif nous a permis de construire une marque forte à la base et avoir quelque chose de culte qui nous a donné une plateforme pour après étendre. Mais sans cet élargissement-là, au final, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Et le côté inclusif de la marque aujourd'hui, il est vraiment une conséquence directe de notre purpose et voilà, notre ambition long terme pour la marque. Et clairement, là, ce purpose-là, il ne se matérialisera jamais si on ne rend pas le vélo aspirationnel, si on ne le rend pas accessible, si on n'enlève pas, ou si on ne fait pas plein de choses pour enlever des barrières à l'accès, à l'entrée, etc., driver la participation, etc. Donc il y a un gros volet, justement, impact dans notre politique. Alors voilà, l'impact qu'on a sur la planète, clairement, mais aussi l'impact qu'on a sur les communautés qu'on touche, que ce soit en interne, pour driver autant de diversité qu'on peut dans notre staff et dans les gens qu'on accueille chez Rapha, communauté en externe, et voilà, un gros volet aussi sur la manière dont on a beaucoup d'actions qui nous permettent d'encourager la participation au sport. On a une fondation Rapha qui permet de supporter des enfants ou une jeunesse de milieux moins favorisés pour justement leur permettre d'avoir accès au sport, etc. Après, on reste sur un sport qui est pour le coup populaire. C'est pas comme si tu essayais d'amener... Voilà, c'est un sport qui a une... C'est un sport qui est populaire, mais qui a clairement une image populaire, qui est facile. Mais voilà, acheter un vélo n'est pas nécessairement donné à tout le monde. Il y a l'élément de risque de l'environnement autour de toi. Tout le monde n'a pas nécessairement l'opportunité d'apprendre à faire du vélo tôt. Dès l'instant où tu veux faire la compétition, c'est un sport qui coûte cher, etc. Donc la fondation supporte beaucoup à ce niveau-là. Mais pour en revenir après à la deuxième partie de ta question, du vélo. Ouais, on a quatre valeurs internes qui sont des valeurs qui au final sont là depuis le premier jour de la marque. La première, c'est love the sport. Voilà, l'amour du vélo. Et cet amour du vélo, il vient de cette belief qu'on a en interne, qui est le vélo est un sport transformationnel pour l'humain, qui permet de faire des choses, de
d'explorer le monde, d'explorer soi-même et qui a un vrai impact positif sur la société et le monde en lui-même. Donc voilà, on aime ce sport parce qu'on le pratique nous-mêmes et on veut le partager le plus qu'on peut. La deuxième valeur, c'est suffer, donc la souffrance. Deux niveaux de lecture à ce niveau-là. Le premier, c'est une partie inhérente du sport lui-même qui a une bonne dose de souffrance. Dépassement de soi. Dépassement de soi, de proportionnalité. L'output que tu génères est seulement une fonction de l'input que tu mets. À quel point est-ce que tu te committes à l'effort et au sport lui-même. Mais aussi se faire parce qu'au final, voilà, être le premier à faire quelque chose, être l'instigateur, être celui qui qui bouge les lignes, etc., vient pas gratuitement et ça a besoin d'une healthy dose of suffering pour y arriver. Notre troisième valeur, c'est inspire others. Donc voilà, ça connecte à notre purpose et à inspirer le monde autour de nous. Et la quatrième, c'est think for yourself, qui est cette idée on est ambitieux pour le sport, on est ambitieux pour la marque, on est ambitieux à titre personnel. Et cette ambition-là, elle ne vient pas sans créer des choses nouvelles. Et on ne crée pas ce qu'on a créé juste en regardant ce que d'autres ont fait. On le fait en créant à proprement parler. Et oui, clairement, le vélo et cette valeur de Love the Sport, elle joue un rôle primordial en interne. C'est tellement plus facile pour moi de leader un business comme Rafa en ayant cette vraie authenticité et légitimité, tu vois, avec le sport à proprement parler à titre personnel. Mais oui, il y a certaines choses qu'on fait. Tous les lundis matins, on a voilà, ce qu'on appelle un Monday morning meeting, qui est, on prend tout le monde pendant 15 minutes, que ce soit physique dans les bureaux ou tout le monde se connecte virtuellement. Et voilà, c'est un briefing sur la semaine à venir. Et ce briefing-là, il commence par un petit round-up des courses de vélo de la semaine passée ou du week-end passé. Que ce soit en interne ou aussi en externe. On préserve encore toujours les mercredis matins pour encourager nos équipes à aller rouler seuls, rouler ensemble, rouler avec nos customers. Simon, le fondateur de la marque, a un fils qui est très lourdement autiste. Qui a toujours besoin de support 24 heures sur 24 et Simon était en lui-même entrepreneur, avec tout ce que ça implique d'un point de vue management du temps perso, etc. Et en plus avoir cette particularité au niveau personnel avec son fils Oscar. Il n'avait pas beaucoup de temps à aller rouler les week-ends parce que le week-end, il voulait être présent pour la famille. Et le seul moyen qu'il avait trouvé, c'était pendant les heures de travail, je me forcerais, alors c'était pas se forcer, mais je me bloquerais du temps et j'aurais la discipline d'aller rouler. Il n'a pas été égoïste, il s'est dit que c'était bon pour lui. Il n'a pas été égoïste et voilà, on l'a gardé parce qu'au final, c'est aussi un peu un midweek point où ça permet de recharger les batteries pour les équipes. Et c'est aussi un de ces moments où les équipes passent du temps entre elles sur le vélo, ont des idées, solutionnent des problèmes, etc. Une fois par quarter, on le fait vraiment comme un gros company ride où là on prend toute la journée et puis à travers les différentes locations dans lesquelles on est à travers le monde, les équipes vont faire quelque chose d'un petit peu plus poussé et un peu plus léché. Et c'est vrai que ça m'est arrivé je pense, retenir certains employés qui réfléchissaient à quitter Rafa et à accepter une opportunité à l'extérieur, juste en parlant vélo avec eux, en posant une question très pointue au bon moment ou en faisant une réflexion sur
voilà, le vélo, leur connexion au vélo qui, au final, leur fait réaliser le type d'entreprise dans laquelle ils sont et à quel point est-ce que l'entreprise parle à leurs valeurs et à leur purpose personnel et à quel point voilà, il y a plein de choses que tu pourrais trouver à l'extérieur, mais il y a plein de choses que voilà, you know where you're walking away from quand tu quittes une organisation et voilà, ça m'a, je pense oui, à plusieurs reprises permis de retenir des gens et en tout cas les forcer à se poser les bonnes questions. Et à titre perso, voilà, clairement, c'est aussi une chance unique de travailler tous les jours pour quelque chose qui me passionne et quelque chose qui, je sais, est fondamentalement bon. Tu vois, une de mes fiertés, c'est de pouvoir parler de ce que je fais, tu vois, et du fait que ça a un vrai impact positif sur plein de personnes, sur la société en tant que telle, sur la manière dont on le fait. Et voilà, c'est une des choses qui, à titre perso, te satisfait beaucoup. Me satisfait, ouais. Bah, merci François pour ces retours, pour ce partage d'expérience. C'était canon de t'entendre. On a touché du doigt une marque assez riche qui s'est construite assez récemment avec des fondamentaux marketing et une expérience marketing forte, mais qui en devient une marque aujourd'hui authentique, avec des messages, avec une action, avec un enjeu digital et physique qui m'intéresse, avec un esthétique qui me passionne. Donc merci de nous avoir partagé ça. Merci à toi. On bascule à la dernière partie de cette interview qui va être des questions un peu plus rapides, peut-être un peu plus perso. Tu me parlais de la fierté que tu avais, c'était une de mes questions, tu l'as devancée, mais donc d'avoir un impact, ça c'est quelque chose qui te parle. Tu es marié, tu as 2 enfants, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. En tant que CEO d'une marque comme celle-ci, l'équilibre vie perso, vie pro, il est fictif ou tu arrives à le maintenir et si oui, avec quel outil, quelle discipline, quelle recette? Non, je mentirais si je disais que j'avais un bon équilibre vie pro, vie perso. Clairement pas aidé par le fait que je voyage beaucoup. Je suis en général parti de la maison 3 jours par semaine. Une des choses que... Et voilà, ma femme a aussi une carrière. Elle est aussi C-level executive. Comme si ça suffisait pas. Donc voilà, on est tous les deux busy. Une des choses que j'essaye de faire le plus, c'est de comprendre les choses qui sont les plus importantes, à la fois pour mon épouse et pour mes enfants, les choses qui, voilà, importent pour eux à titre perso, à titre émotionnel, et être là pour ces moments-là. Et c'était un des tips que quelqu'un m'avait donné il y a quelque temps. Et voilà. Il y a plein de moments. On peut pas être partout, mais je peux choisir les moments. Je peux choisir les moments où je suis là et m'assurer que les moments où je suis là sont les moments qui comptent le plus pour eux. C'est une des choses que j'essaye de faire le plus possible. Donc ça, ce serait une des choses. Et la deuxième, c'est voilà, identifier ces moments en famille, en tout cas ces moments où on est en famille. J'ai presque 0 séparation entre ma vie pro et ma vie perso. Quand on est en vacances, voilà, je suis toujours connecté d'une manière ou d'une autre. C'est mon moyen à moi au final d'avoir une bonne, ou en tout cas une work-life balance qui me correspond à moi. C'est ce qui m'amène au final une quiétude, de rester suffisamment connecté. Me donne de la quiétude, mais voilà, trouver ces moments et ces instants où on est en famille et on n'est que en famille. Voilà, on passe beaucoup de temps à partir pour des week-ends. Nos choix de vacances sont des choix qu'on fait en famille pour s'assurer que chacun y trouve son compte. Et voilà, mais j'espère que ce sera plus un mythe, la work-life balance, et que je pourrais en faire une réalité. Pour ajouter à ça, tu es au bord de pas mal de boîtes dans le monde fashion, parfois cosmétique. La routine, ton quotidien, comment tu intègres tous ces éléments-là dans ta routine? Toi, tu as une discipline, une orga particulière?
Non, pas vraiment. Non. Mon orgasme, je dirais 2 choses, ou 3 choses. La première, c'est revenir sur ce que j'ai dit avant, être choiceful sur les topics, à la fois chez Rafa et en dehors de Rafa, où j'ai vraiment, moi, une vraie valeur ajoutée unique et là où je vais allouer mon temps disproportionnellement. La deuxième, c'est garder du temps pour moi et juste pour moi. Souvent, je le fais sur le vélo. Qui est voilà, que beaucoup de gens font à plusieurs. Dans 90% du cas, je roule seul parce que c'est mon temps perso. Et c'est un temps où je réfléchis beaucoup, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Et en général, quand je reviens de ma sortie vélo, je m'arrête pas pour le noter, mais en général, quand je rentre, j'écris ma petite to-do list des choses auxquelles j'ai réfléchi. Et le troisième point, c'est oui, mon assistante est très bonne à protéger du temps dans mon agenda pour réfléchir à certains topics plus long terme avant que l'échéance soit trop proche du moment fatidique et être respectful de ces plages de temps-là est la troisième chose. Mais sinon, je suis clairement pas le plus organisé ni le plus efficace à gérer. Ouais. Tu es lucide là-dessus. Toi qui es hyper nourri par les marques, par les couleurs, par les matières, est-ce qu'il y a un produit que tu aurais aimé lancer ou une autre marque que tu te verrais bien, qui t'inspire et que tu te verrais bien gérer ou où tu te dis que le rôle de CEO de cette marque-là doit être assez grisant? Il y a différentes questions dans ta question. Ouais, marques que je regarde beaucoup, pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration. Je ne sais pas si tu connais une marque qui s'appelle Kith, K-I-T-H, marque américaine de streetwear. Avec un logo très, comment dire... Exactement, calligraphié. Il y a une sorte, pas de paradoxe, mais il y a un effet déjà visuel entre la marque et l'univers de la marque. Exactement. Et je trouve que tout ce que leur fondateur touche se transforme en or. Et je suis très impressionné par tout ce qu'ils font. On parlait digital, écosystème digital, leur app de marque est très avancée et simple mais super bien faite à la fois d'un point de vue expérience, shopping, transaction, membership, loyalty, etc. Je trouve que c'est ultra bien fait. En termes de choses que j'aimerais faire ou que j'aurais aimé faire, j'adore cuisiner, j'adore manger. J'aimerais bien un jour avoir un business ou être impliqué dans quelque chose qui est lié à ça, qui touche à ça. Que ce soit une chaîne de restauration ou tu vois, on parlait d'un lodge Norona ou d'un hôtel Rafa. Peut-être que c'est quelque chose que je ferai pour Rafa quand je prendrai ma retraite. Ouais. Sur le plan de la carrière, ou pas forcément d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment si tu l'avais réalisé plus tôt? Parce qu'il y a une chose que j'aurais fait différemment, une chose que je regrette. La chose que je regrette, c'est de jamais avoir pris le temps d'être ski bum pour 1 année ou 2 années avant de commencer à travailler. Passer 1 année en station de ski à vivre du ski est un de mes regrets. Je pense que j'essaierai de faire ça quand je prendrai ma retraite pour la première ou des 2 premières années. Le truc que j'aurais fait différemment, c'est de me prendre plus en main pour avoir une expérience internationale beaucoup plus tôt dans ma carrière. Que ce soit, tu vois, un gap year pendant ma scolarité, pendant mon lycée, ou voilà, partir étudier à l'étranger beaucoup plus tôt que ce que j'ai fait. Avoir l'opportunité de découvrir le monde différemment, au-delà de la manière dont tu le découvres par les voyages, etc. Mais avoir cette compréhension de différentes cultures, différents systèmes éducatifs, différentes manières de faire beaucoup plus tôt. C'est un des trucs que je referai différemment aujourd'hui. Et c'est une des choses que j'encouragerais mes enfants à faire.
s'ils le veulent, je pense, un jour. Peut-être bientôt, d'ailleurs. Comment tu te nourris sur l'univers des marques, les tendances, qu'elles soient marketing, produits ou autres? Tu consultes quoi comme contenu, toi? Je consulte pas vraiment de contenu, pour être honnête. Okay. Les principales choses que je fais au final, c'est observer les gens dans la rue, observer les gens dans certaines grandes capitales quand je voyage. Et la deuxième chose que je fais le plus, c'est de passer du temps en magasin. Alors certes, nos magasins à nous, mais de passer du temps, tu vois, dans certains concepts retail intéressants. Qui sont, tu vois, à l'avant-garde des marques de demain, des gens comme Dover Street Market, des gens comme, tu vois, Keith, par exemple, on en parlait, des gens comme Broken Arm, des multimarques dont la raison d'être, au final, est d'identifier les marques de demain, parce que c'est leur fonds de commerce. Un Liberty à Londres, par exemple. Et je trouve que c'est de là que beaucoup d'inspiration vient, en tout cas sur là où nous on veut aller, là où les tendances consommateurs vont, idées potentielles de collaboration pour la marque, etc. etc. Bon, tu as cité un certain nombre de marques qu'on a envie d'aller explorer.